écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Roman et Eric Poveda. Alors, l'un est illustrateur et l'autre trucateur. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. On va bien, oui, il pleut un peu, mais... Ouais. Alors, Michel Roman, je vous rencontre il y a une semaine environ, lors du vernissage, au musée de la Cloche à Bédarieux, c'est bien ça? C'est ça, pas voilà. Bédarieux d'ailleurs. Non, à Hérépien, voilà. Voilà. Pour votre exposition, voilà. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Eric Poveda, je vous rencontre à Notre-Dame-de-Nice, me semble-t-il, la première fois. Oui, on s'est rencontrés ici, une fois ici, une autre fois à Notre-Dame-de-Nice, et puis pour le vernissage la semaine dernière, bien sûr. Voilà. Alors, on va d'abord parler de votre rencontre tous les deux. Quelle est cette farouche association? Alors, comment vous rencontrez? Tout a commencé de façon un peu insidieuse, c'est-à-dire que j'exposais tous les lundis à Bédarieux, place du Vignal, avec un certain nombre d'artistes qui exposaient aussi. Et puis Eric passait de temps en temps, on tapait un peu la discussion. Et voilà, et bon an mal an, on a commencé à avoir une idée de... Une idée de collaboration sur un thème encore un peu à défricher. C'était l'idée d'un village qui s'appellerait Saint-Vignan. Voilà, on est parti sur cette base-là, et puis chacun a amené des idées, et puis on s'est dit, au début on devait faire du dessin humoristique, et puis j'ai dit à Eric, je crois que c'est plutôt de la BD qu'il faut faire, parce qu'il y a des histoires à raconter, et à un seul dessin, ça va être très très difficile. Et voilà, donc ça a dû durer 2 ans, 3 ans peut-être de maturation, quoi. D'accord. Et depuis, vous ne vous quittez plus? Enfin, on se quitte quand même à notre vie. Chacun sa vie, on est bien d'accord. Non, mais on se retrouve lors de manifestations que l'on défend en commun. Et puis des fois, c'est que Eric ou que moi qui, assure le service après-vente. Ça dépend un peu des possibilités de l'un et de l'autre, puisque en ce qui concerne Eric, il a aussi un métier à côté. Moi, je fais ça à plein temps. Mais c'est vrai que dessiner et aller vendre, c'est difficile. C'est 2 métiers différents. C'est 2 métiers différents, et surtout c'est chronophage, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois de dessiner, ça prend du temps, à la fois de prendre des contacts avec des organisateurs et tout ça, ça prend aussi du temps. Donc c'est pas évident, quoi. Vous partagez le job. On s'aperçoit, oui, que ça prend vraiment beaucoup de temps, des week-ends, même en semaine, puisqu'il faut, comme a dit Michel, il faut contacter tout le monde, faire des projets, essayer d'imaginer aussi avec eux, et nous rencontrons aussi de temps en temps autour d'un petit repas pour discuter. Alors on appelle ça les wine storming. Wine. Voilà, et on se régale d'imaginer un certain nombre d'idées pour nos histoires. Donc Michel, vous dessinez, illustrateur. Voilà. Vous écrivez, Eric. Voilà, on écrit ensemble. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on fasse bouillir des tas d'idées, et ensuite on filtre. En fait, c'est ce que j'allais vous dire. Vous les trouvez où, ces idées? Ça peut être un bar en regardant les gens vivre, ou en entendant des brèves de comptoir. Oui, c'est un peu tout. Oui. La vie en général. Oui, puis des fois, on a comme ça, c'est difficile à dire. Moi, c'est le matin, en me levant, j'ai des fois des fulgurances. Eric, lui, il prend sa voiture, tout à coup il m'envoie un texto en me disant « Oh, j'ai une idée, machin ». Bon, des fois c'est pas exploitable, parce que ce qui est important de savoir, c'est que toutes les idées, on ne peut pas les mettre en dessin. Voilà. Parce qu'il y a des subtilités, il y a des jeux de mots, des trucs, voilà. Alors, justement, est-ce que tout part d'un dessin ou tout part d'une idée, où vous commencez à griffonner sur une page, et là, vous dites, tiens, ça pourrait être exploitable, et puis là, on part sur une idée, ou c'est l'inverse?
Ça peut être les deux. Je dirais c'est un peu comme la cuisine. Vous allez faire le marché, vous trouvez un joli légume, vous allez dire qu'est-ce que je peux faire avec. Et puis à un moment vous allez avoir une envie de quelque chose de doux et vous allez chercher les produits. Mais c'est pareil, c'est une cuisine, le dessin, c'est-à-dire que des fois j'ai une idée de gag et je me dis mais comment je pourrais l'amener dans une BD, et des fois on a un gag et comment le traduire en dessin. Voilà. Donc il n'y a pas de règle, le seul truc c'est que ça reste très cohérent. Et là je suis un peu moi la garantie de la lisibilité de ce que je dessine, quoi. Donc c'est pour ça que des fois les idées qu'Éric peut me donner, peut mettre sur la table, il va falloir les transformer un peu, il va falloir les préparer, il va falloir les amener, et des fois ça prend un certain temps, quoi. Un fil conducteur. Ben oui, voilà, il faut que ça reste dans l'univers dans lequel on est, quoi. Je veux dire, dans la BD, on ne peut pas avoir 500 personnages. Parce que le lecteur, il s'y perd. 500 personnages, c'est pas possible. Donc il faut qu'on ait une douzaine de personnages, 12, 15 personnages, et les introduire les uns après les autres, d'album en album. Et si on fait intervenir un personnage qui n'était pas au début, ça va être dur, quoi. Donc il faut ramener les gags à des personnages qui sont déjà dans notre série. Alors, on a le curé, on a le maire, on a le médecin, Monsieur Tatillon, donc voilà. Mais c'est vrai que dans la BD humoristique comme nous, il faut limiter le nombre de personnages. Sinon, les gens s'y perdent. Vous savez, comme les films américains où vous avez 10 000 personnages. Alors, étrangement, ça ressemble un peu comme le village d'Astérix, votre voilà. BD, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Voilà, oui, c'est le même principe, ça s'appelle la BD franco-belge. Ouais. La franco-belge, c'est Uderzo, par exemple, a introduit petit à petit des personnages, mais il n'a pas tout donné d'un coup. Par exemple, Idéfix est arrivé au 7e album. Il y a eu des personnages qui n'ont servi que pour une aventure, mais chaque fois il rajoute un ou deux personnages, mais pas plus. Ouais. Voilà, par exemple, le barde n'est pas arrivé de suite, le forgeron n'est pas arrivé de suite, le poissonnier n'est pas arrivé de suite. Il les a introduits petit à petit jusqu'à AG Canonix, le vieux du village qui vit avec une nana qui pourrait être sa petite fille. Ben ça, c'est des choses qu'ils ont rajoutées et qui sont devenues un peu le cœur de l'aventure. Mais il a fallu 30 albums pour arriver à avoir cette saga, ce nombre de personnages assez important. Nous, on n'en est qu'au 2e, donc on a encore du temps. Il y a longtemps. Vous avez combien de personnages dans vos albums? Une quinzaine de personnages récurrents. Après, il y a des figurants. Mais les figurants n'ont pas de rôle vraiment... Voilà, ils figurent. Ils ont des rôles de figurants. Voilà, des rôles de figurants. Et dans l'imagination, les questions de la création, si vous voulez, on a toujours, enfin moi de mon côté, et Michel aussi j'imagine, on a toujours cette petite musique qui vient avec nos personnages, leur caractère, leur façon d'être. Et quand on entend quelque chose ou qu'on voit quelque chose, on l'associe déjà, enfin moi personnellement je l'associe à ce personnage et je me dis tiens, ce petit bout là que j'imagine peut arriver à faire une belle planche ou à faire un bon gag, et après on en discute avec Michel, on essaie de le mettre en place. Alors là, tout à l'heure je suis monté en voiture, voilà, effectivement j'ai vu deux trois petites choses et j'ai noté pour faire un dessin humoristique que je vais transmettre à Michel tout à l'heure. Pardon? Le jacuzzi. Non, le jacuzzi à la ferme, c'était autre chose. Non, c'était encore autre chose. Je vous le mets directement parce que en montant, évidemment, il y avait, tu sais, non aux éoliennes, non au truc de Danone. Alors, non, stop aux éoliennes, stop à Danone. Alors donc, de suite, j'ai imaginé un accident de la route à un croisement parce que le mec ne lisait plus les panneaux stop et donc quand il est arrivé au stop, il a continué. Tu vois, je trouve ça assez amusant. Il y a un nouveau stop qui arrive, qui va se dérouler sur Réalmont, c'est une histoire de bitume, je sais pas quoi. J'ai lu ça dans les brèves. Donc il y a un nouveau stop qui arrive. Bon, ça va alors. Ça risque de faire un gros accident aussi. Ouais, ça fait. Alors,
quand vous êtes... est-ce que ce sont des caricatures de personnages que vous avez rencontrés? Alors, chaque fois, on essaie de mettre dans la BD des gens qu'on connaît, des petits clins d'œil à nos collègues, nos amis. Dans le dernier, là, c'est un peintre avec qui j'exposais au Vignal, avec qui on a de très bonnes relations, qui est très sympathique, qui s'appelle Jean-Paul Peccioli, et qu'on surnomme Péco. Et alors, je l'ai imaginé, alors souvent je l'appelais l'artiste contemporain, parce que il est toujours content, il vend pas un tableau, mais ça c'est le sort de beaucoup d'artistes. Contemporain, on est voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, c'était c'est le principe de notre BD, c'est qu'il y a toujours des jeux de mots. Par exemple, on joue sur les cépages, on a Merlot l'Enchanteur, on a Pinocchio, voilà, et donc lui, comme il s'appelle Péco et Jean-Paul Péco, ça faisait Gepetto, voilà. Ouais. Donc c'est amusé, c'est un clin d'œil à un copain. De toute façon, on ne peut se moquer que de ce qu'on aime. C'est ce que vous disiez l'autre jour à l'Expo. C'est ce que je disais à l'Expo, c'est-à-dire que je me sens pas enfin nous on appelle ça dans le Midi la galéjade, c'est-à-dire de galéger quelqu'un que l'on n'aime pas. Souvent dans le Midi, comme disait Nougaro, on se traite de con pour un oui, pour un non. Et j'avais un copain comme ça, il était très très occitan, il disait regarde ce grand con de Michel. Mais c'était amical, quoi. C'était pas pour me traiter de con, c'était une expression de dire tiens, j'ai vu ce grand con de truc, c'est voilà. Et des fois les gens qui ne sont pas du coin prennent ça pour de l'insulte, du dénigrement ou autre. Non. Donc c'est pour ça que moi en Occitanie j'ai toujours vécu là et j'ai cet humour de plaisanter de gens que j'aime bien. Okay. Voilà, parce que mon grand-père le faisait, mes oncles, mes tantes, tout ça, on ne rigolait que de gens qu'on connaissait, qu'on aimait bien. Voilà. Il y a de la bienveillance derrière tout ça. On est des gens qui aiment les gens aussi d'abord. Ça commence par là, et puis il est hors de question de se sentir mal avec quelqu'un, d'insulter quelqu'un gratuitement comme ça, ou même si on n'aime pas les choses, on ne va pas non plus. Voilà. Autant parler des choses que l'on aime. Voilà. Il y a assez de gens. À mon sens, qui disent du mal de plein de situations, que écoutez, on va les laisser faire ça. Oui, nous, on préfère parler des gens qu'on aime bien et puis des situations qu'on aime bien. On n'a pas de compte à régler par la BD, quoi. Je veux dire, c'est pas notre vecteur. Il y en a que le fond qui règle des comptes. Oui, mais nous, on ne règle pas de comptes, quoi. Ça leur appartient. Oui, après, chacun a son créneau. J'aurais peut-être dû commencer par là pour les Salvetois et Salvetoises, les Salvetoises et Salvetois. Donc Michel Roman, c'est celui qui a fait le Drac. La légende du Drac. La légende du Drac. Donc voilà. Alors, vous êtes à 2 albums ensemble. Néanmoins, Michel, combien d'albums depuis... Quand est-ce que vous avez commencé? 8 albums, j'ai fait seul. Ouais. Et 2 avec Eric. Donc ça fait 10 albums. C'est bien. En combien d'années? Comment on calcule ça d'ailleurs? C'est difficile parce que on sait à peu près quand est-ce qu'on a commencé à avoir le virus, contrairement à d'autres maladies. Moi, ça a été lors d'un séjour à l'hôpital, mais qui n'était pas très grave, où je m'ennuyais et du coup je me suis mis à dessiner, je lisais des BD. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire une. Alors au début on copie, et voilà. Et donc j'ai commencé professionnellement à 22 ans. Voilà. Et j'ai toujours, oui, c'est relativement jeune. Aujourd'hui, pour être publié, je le dis aux jeunes qui débutent, c'est jamais avant 30 ans. Voilà. Parce que les éditeurs, ils attendent que vous ayez la maturité, que vous ayez la capacité à continuer. Parce qu'il y a des fois...
Il y a des fois des dessinateurs, ils font ce qu'on appelle un one-shot, un seul coup. Oui. Et les éditeurs, ça, ils aiment pas trop parce qu'ils misent sur le premier, ils mettent de l'argent, voire ils en perdent. Et si le gars, il s'arrête là, c'est tout ce qu'ils ont misé, tout ce qu'ils ont mis en avant pour faire connaître l'auteur, part en fumée. Donc, ils attendent quand même que le gars dise pas au bout de 10 minutes, au bout du premier album, dise pas, tiens, je vais partir faire le tour du monde. Ouais, mais du coup, 30 ans, il faut un job alimentaire à côté. Ah ben oui. Sinon, c'est pas jouable. Mais moi, j'ai toujours dit que dans un couple où il y a un dessinateur de bande dessinée ou de dessin humoristique, il faut qu'il ait une compagne ou un compagnon. Sur qui s'appuyer. Voilà, qui a un vrai métier. Ouais. Voilà, parce que si on compte que sur les revenus, ils sont tellement aléatoires. Ouais. C'est-à-dire, on peut passer 6 mois sans rentrer le moindre argent. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui assure le minimum. Alors maintenant, il y a des aides. Il y a le RSA, les aides au chômage et tout ça. Donc, il y en a qui utilisent ce temps indemnisé pour pouvoir créer. Mais en ce moment, c'est très difficile pour les dessinateurs, les jeunes, je parle, qui veulent se lancer, parce que d'abord, il y a énormément de créateurs de bandes dessinées et il n'y a pas un marché qui soit assez important pour absorber toute cette production. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 nouveautés par an. 20 000. C'est énorme. Il faut se démarquer au milieu quand même. Voilà. Après, nous, on a pris le choix. Enfin, on a fait le choix de diffuser localement, de promotionner ce qu'on fait. Lors du vernissage, on accompagne ça d'une petite prestation humoristique. Que j'ai loupé, malheureusement. Voilà, mais c'était... Voilà, mais il y aura peut-être d'autres occasions. Et donc, on essaie de vraiment animer tout ce qui peut être la promotion de notre travail. Mais je reconnais que c'est pas évident pour tout le monde. Quand on est jeune, il y a la timidité. D'abord, il y a beaucoup dans les dessinateurs et dessinatrices des introvertis. C'est-à-dire des gens qui sont très bien chez eux en train de dessiner et tout ça. Et puis dès qu'ils sont en public, ils perdent leurs moyens. Et ça, c'est souvent le cas, quoi. Alors c'est pas un défaut, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir se vendre aussi, quoi. Ouais. C'est quelque chose, nous, qu'on a bien mis en avant et sur lequel on a bien travaillé avec Michel. C'est-à-dire qu'on fait quand on est sur des marchés, on sait qu'on est là. Les gens savent tous qu'on est là, de notre attitude, de notre... on se grime. On se grime. Alors là, j'ai toujours une écharpe, un chapeau, donc c'est-à-dire, et puis on fait le tour du marché. On s'amuse. On parle aux gens, on fait un petit... Presque toute la journée, on est en représentation. C'est-à-dire que tous les gens qui passent sur nos stands s'amusent. En fait, on leur raconte des histoires. Voilà, Michel fait du dessin en direct lors des dédicaces et raconte l'histoire. Donc on a tout un univers qui fait que les gens qui viennent nous voir et acheter nos BD ne repartent pas déçus, ils s'amusent, ils passent vraiment un bon moment. Ça, je confirme. Vous êtes encore des enfants dans des cordées, comment ça se passe? Des adultes dans des esprits d'enfants, oui. Ouais, voilà. Non, voilà, mais je crois que on arrive à un âge où on n'a plus la pression de faire carrière. C'est-à-dire... Vous n'avez rien à prouver en soi. Moi, j'ai 65 ans. Qu'est-ce que j'ai à prouver maintenant? Non, il n'y a que du plaisir. Enfin, je veux dire... Alors, je comprends très bien que le modèle, pour un jeune, c'est plus pareil. Parce que le jeune, il pense que dans 20 ans, il faut qu'il vive encore de ça. Est-ce que la BD sera encore... Voilà, il se pose ce genre de questions. Nous, moi, je me la pose plus, quoi. C'est-à-dire, je fais des trucs, je m'amuse, et si ça m'amuse pas, je le fais pas. Vous me permettez de rebondir des trucs, c'est pas vous les trucs, c'est Eric. Il est trucateur, Eric, on va passer. Merci pour le fil conducteur. Eric, trucateur, qu'est-ce qu'un trucateur? Alors, un trucateur, si vous voulez, c'est une personne qui fait des trucs. Alors, pourquoi c'est venu? Enseignant trucateur, c'est bien ça. C'est ça. Il y a une quinzaine d'années, 13 ans exactement, j'ai eu un grave accident de la route. Et en fait, moi, j'étais formateur pour les entreprises et je m'occupais aussi des enfants puisque je fais beaucoup de soutien scolaire
voilà, et puis des formations en informatique pour tous les gens. Mais je me suis retrouvé cloué sur un lit d'hôpital avec beaucoup de difficultés, et puis je me suis rééduqué assez longtemps. Et je me suis aperçu au bout d'un moment, en essayant, puisque je ne faisais plus mon vrai métier, que j'essayais des choses, parce que j'étais boulimique de travail, d'envie de refaire une vie professionnelle, et donc je suis passé de métier en métier, j'ai essayé des choses, voilà, donc j'ai fait des trucs. Et un jour je me suis dit, mais avant sur ma carte de visite ou sur mon CV j'étais formateur, mais là je ne suis plus formateur, et je me dis, mais qu'est-ce que tu as comme métier? Alors j'ai dit, bon, mais j'ai fait ça, non, ça va pas, parce que c'est pas représentatif de ce que je fais, ça c'est trop peu, ça c'est... Mais en fait j'avais une multitude d'activités qui m'ont permis, si vous voulez, de construire un autre avenir professionnel. Et finalement j'ai rassemblé tout ça sous le mot, parce que trucateur. Alors il y a des essayistes, hein, il fallait bien faire quelque chose, mais moi c'est trucateur. Et je me suis dit, finalement, vous savez, sur Google, pour être le premier, il y a deux solutions, soit tu es très riche, soit tu es le seul. Voilà. Et alors, du coup, c'est quoi? Si vous tapez, vous tombez sur moi. Trucateur. Voilà. C'est un peu mon CV, le trucateur. Si vous allez sur le site Le Trucateur, par exemple, vous retrouverez évidemment notre collaboration avec Michel sur les BD. Vous retrouvez ce que je fais sur les bouchées doubles avec le terroir. Ouais. Vous retrouverez mes cours de maths. Vous retrouvez enfin un ensemble, si vous voulez, d'activités qui construisent un peu ma vie aujourd'hui, certaines que j'ai arrêtées, d'autres sur lesquelles j'ai rebondi, et qui fonctionnent doucement, oui. Voilà un petit peu l'idée du trucateur. Et c'est comme ça que vous êtes heureux? Parce que c'est le principal, en fait. Oui, on retrouvait une identité. Moi, j'avais perdu, on m'a privé de mon identité. Et j'ai retrouvé une identité à travers le trucateur, qui me va très bien, moi ça me choque pas. Et puis le fait, à une époque on me disait, ouais, tu fais beaucoup de choses. Mais non, je fais pas beaucoup de choses, je fais deux choses bien précises. Effectivement, dans ces deux choses bien précises, si vous voulez, il y a plusieurs, dans la formation par exemple, on peut travailler sur l'informatique, on peut travailler sur la facturation, on peut travailler sur la sécurité. Et moi, ces ensembles-là, je les ai explorés. En ayant mon organisme, en travaillant pour des gens dans tous les domaines, je travaillais et puis je faisais de l'insertion aussi, donc tout ça c'est le milieu de la formation. Et dans l'aide à la personne, je travaillais pour les enfants en faisant du soutien scolaire, et aussi pour les gens, j'allais leur donner des cours d'informatique. Alors ça paraît beaucoup, mais c'est de l'enseignement. Et j'ai toujours fait cette partie enseignement. Et donc là, finalement, j'ai regroupé tout ça autour d'un terme générique, trucateur, qui va très bien. Très bien. Alors, bon, on est quand même là pour parler de vos albums à tous les deux. L'Avignon Folie, numéro 1, et Le Secret des mégalitres. Du mégalitre. Du mégalitre. On l'a rencontré, le mégalitre. Il est unique, le mégalitre. Il est magnifique, et quand vous prendrez l'album, les gens... Vous l'avez déjà bu? Oui. Il est immense, le mégalitre. Alors, on ne parle pas de tome 2, on parle de deuxième cuvée. On n'est pas dans les Quel millésime du coup? C'est le millésime 2022, puisqu'il est sorti en 2022. On l'a maturé quand même, on a vendangé les idées en 2020. 2021, on a mis en cuve, on a mis en bouteille très rapidement, et on l'a sorti au mois de juillet. Donc maintenant ça s'appelle pas des vendanges tardives, mais des vendanges précoces du coup. Voilà, oui. Et du coup on a, depuis on fait des séances de dégustation. Les gens goûtent nos pages. Et alors en plus on accompagne notre album avec une bouteille de vin qui a été sélectionnée. On a eu un petit comité de sélection parmi 5 ou 6 bouteilles qui étaient potentiellement candidates, et ce qui fait que les gens peuvent lire la BD tout en dégustant un bon verre de vin. Voilà, donc c'est une originalité que l'on fait. Actuellement, ça s'appelle la cuvée Émile.
la prochaine fois, on fera la vigne en folie gadget. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de Pif Gadget. Oui. Moi, j'étais abonné, j'adorais ça. Alors, avec une fiole, du coup. Alors, voilà, on va voir comment on peut faire. Mais ça sera la vigne en folie gadget. Et là, les gens, soit ils auront un tire-bouchon, soit ils auront, je sais pas. On va réfléchir à ça. Il va y avoir un gadget. Voilà, oui, non, mais je trouve que c'est rigolo. Moi, une fois, j'avais fait un fanzine quand j'étais gamin. J'avais fait un fanzine. Et un fanzine? Un fanzine, c'est un périodique amateur lié principalement à la bande dessinée. Et on avait fait le fanzine gadget et on offrait le bac. On avait fait des photocopies des bacs de copains, mais on avait gommé le nom. Et donc, la personne n'avait qu'à marquer son nom. Non, mais ça fonctionnait, c'était une vraie jolie. On l'a mis, et puis je sais pas ce qu'en ont fait les gens, si ça l'ont utilisé. Non, mais voilà, ça, c'est des idées qui nous sortent comme ça. On dit, tiens, on pourrait relancer, puisque là, ils relancent Pif Gadget. Bon, c'est nul. Ouais. Voilà. Ok, alors, Saint-Vignan, c'est ça? Saint-Vignan, voilà. Saint-Vignan. C'est un village. Alors, on est parti de l'idée que certaines personnes vont en Amazonie pour découvrir de nouvelles peuplades, des peuplades inconnues qui n'ont jamais eu de contact avec le reste du monde. Bon, il y en a de moins en moins. Et alors, on s'était dit, mais et si, dans l'Hérault, il y avait une commune, un jour on découvre une commune qui n'a jamais été découverte par qui que ce soit. Alors on est parti à la recherche et on est tombé sur ce village. En remontant le Vernazobre, on est tombé sur ce village qui s'appelle Saint-Vignan et qui semblait, mais vraiment, coupé du monde. Alors on s'est dit, tiens, le voilà, le village qui a été oublié. On est d'accord qu'il n'existe pas, ce village. Attendez, là. Il existe là. Il existe là. Okay. Agnès, sachez quand même que ce village n'existe pas, mais... ça, c'est comme dire que le Père Noël n'existe pas. Il y a quand même des gens qui le cherchent, qui sont, quand on raconte l'histoire, moi on laisse planer un peu le doute. Et l'autre jour, le Baraven là de Faugère, il m'appelle, il me dit, j'ai un problème, j'ai 2 dames qui cherchent Saint-Vignan depuis 2 heures, elles arrivent de Béziers, qu'est-ce que je fais? Alors voilà, donc ça, et cet été j'ai réussi. Alors ça, c'était assez rigolo, puisque je me promène généralement avec mon chapeau, j'ai un chapeau de forme et mon écharpe rose et blanc rouge, puisqu'à Saint-Vignan on défend le producteur. Je suis Émilésime, le maire de Saint-Vignan. Donc je me promène toujours comme ça quand on est en... Vous êtes jamais fait arrêter? Ben non, on est rose et blanc rouge. Une petite cellule de dégrisement. Et donc j'ai quand même réussi à louer la salle des fêtes de Saint-Vignan, 50 € 2 fois cet été. Si, c'était un moment, c'est des moments de grâce, c'est un grand bonheur. Franchement, c'est un grand bonheur. On a fait mieux en 2021, on a fait passer le Tour de France à Saint-Vignan. Ah là oui, ça c'est quelque chose. Et c'est passé sur le Midi Libre. Parce que en fait, on a trouvé, enfin on a fabriqué un panneau d'entrée de village Saint-Vignan. Ouais. Et on l'a placé sur le parcours officiel du Tour de France. Et le commentateur sur France 2 voit ça, il dit, ah, voilà, un petit groupe sympathique. Alors, il y avait une échappée, comment il s'appelait le gars? Pierre Latour qui avait fait une échappée. Et il y avait un petit comité que Eric avait rassemblé pour faire l'ambiance. Et le gars a dit, oui, alors là, je regarde sur le roadbook, on traverse Saint-Vignan, mais... je l'ai pas sur le roadbook. Non. Donc on a une photo quand même, parce que ça, donc le Tour de France est passé, donc le vrai Tour de France est passé sur le village, dans le village imaginaire. Et donc on était avec notre ami Bruno Bousquet qui faire des panneaux. Ah, mais on a des vrais panneaux. En fait, on a pensé ça. Alors quand j'ai vu le tracé du Tour de France, donc c'était en décembre, on mangeait ensemble. J'ai dit, Michel, le Tour de France, il faudrait qu'il passe à Séville. Il m'a dit non. Je te dis, si il passe à côté, il me dit banco. Et donc, on a monté cette affaire. Le lendemain, j'appelle un ami qui travaille à la DDE.
Et On ne il me nommera dit, pas, bien sûr, parce que pardon, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, mais ce sont des vieux panneaux, des panneaux réformés. Voilà. Ah, d'accord. Des vieux panneaux réformés. Ok. Et le lendemain, il m'a amené des panneaux qui sont déclassés parce qu'ils avaient pris le soleil, donc ils étaient obligés de les jeter. Illisibles. Et donc il m'a dit, tiens, tu veux t'amuser, regarde ça. Et alors là, un grand plaisir, puisqu'on a fait le Saint-Vignan, on a monté cette affaire. Et Bruno... Oui, on a un projet, c'est que maintenant, c'est la flamme des Jeux Olympiques va passer à Saint-Vignan. Enfin, bientôt. On l'annoncera sûrement au mois de juin, mais il y aura officiellement la flamme olympique qui passera à Saint-Vignan. Et on va prendre le même lieu, puisqu'on a le lieu, on sait exactement où on fera passer la flamme olympique, et on prendra les mêmes protagonismes, notamment Bruno Bousquet, qui est correspondant Midi Libre à Saint-Gervais, et donc lui, il était avec nous. Donc il a pris les photos, exactement la photo que je voulais. Alors ça a été un sacré boulot parce qu'il fallait se placer, vraiment je voulais vraiment une photo avec Saint-Vignan, les coureurs. Enfin, on a passé vraiment une journée à travailler là-dessus pour avoir la photo. Et c'est pas facile en fait. Bah non, c'est pas simple. On l'a obtenu. Et le soir, en partant, il me dit, écoute, j'ai envoyé un petit article, ne compte pas dessus. Le lendemain, c'était sur le Midi Libre avec la photo. C'était absolument génial comme histoire, en fait, voilà. Alors, du coup, vous prenez quoi? Vous vous implantez sur un village existant, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus vide de maisons et d'habitations. On vous fera parvenir la photo. Je veux bien, on vous la fera l'article du journal, je vous le ferai glisser. Et donc la flemme olympique, la flemme olympique risque de passer puisqu'on a envoyé un émissaire. Donc je suis parti aller discuter avec le comité olympique. Alors si vous voulez, pour passer la flamme olympique, il y a beaucoup de villes qui ont abandonné cette idée parce que ça coûtait trop cher, histoire de entre 120 et 200 000 euros pour passer dans le village. Nous avons négocié. Et contre 2 cartons de cuvée 1000, on a réussi, parce que c'est quand même la cuvée 1000 qui est notre vin officiel des chroniques de Saint-Vignan, contre 2 cartons de cuvée 1000, eh bien on fait passer la flemme olympique à Saint-Vignan. Écoutez, félicitations. Enfin, donc là, on convoquera sûrement le curé de Saint-Vignan pour bénir la flamme olympique, la flemme olympique. Et on aura comme ça quelques personnages qui vont officialiser cet événement. Monsieur Tatillon certainement sera là. Monsieur Tatillon et Millésime seront. Alors tout ça, c'est nos personnages récurrents dans le. Vous êtes bien barré quand même. Ah oui, mais c'est bien. Enfin, bien barré. Oui, voilà, bien barré. Voilà, et donc on considère que un village peut vivre dans l'esprit du vin, dans cet amour du vin. Même s'ils reconnaissent que, par exemple, le Tatignan, qui est le vin de Monsieur Tatillon, est imbuvable. Parce que c'est des gens qui veulent s'intégrer. Monsieur Tatillon n'est pas originaire de Saint-Vignan, il veut s'intégrer. Et donc, il a pensé que pour s'intégrer, il fallait faire du vin. Sauf qu'il n'a pas la méthode, il n'a pas le savoir-faire. Et alors, il est un peu déçu. Mais maintenant, ça devient un peu comme un proverbe, comme un aphorisme, de dire que si tu veux tuer quelqu'un, tu lui donnes un verre de Tatignan. Très bien. Voilà. Il ne faut pas le boire. En fait, il a une utilité pour la voyante qui s'appelle Jacotte de Tongue. Jacotte de Tongue. Jacotte de Tongue et la voyante. Vous les trouvez où, franchement? Non, des fois, on a un univers en fait. Ouais. On a un univers, si vous voulez, qu'on gratte doucement. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on a ça qui tourne autour de nous. Et en fait, quand il y a quelque chose qui vient, à tout moment, on sait qu'il y a une réflexion autour d'un sujet. C'est plus facile quand on réfléchit autour d'un sujet que quand on réfléchit comme ça, avec pas d'idée bien précise en fait, pour trouver. Donc cet univers, il se construit, il augmente évidemment, il grossit, puisqu'on a encore beaucoup de choses derrière. C'est un exercice quand même. Oui. Mais moi, au bout de 20 ans, enfin de 40 ans maintenant, je ne vais pas mentir sur mon âge, au bout de 40 ans, on a quand même un déclic, on sait
Alors, moi je sais, par exemple, sur une idée, même si elle n'est pas rigolote au départ, je sais qu'on peut en faire quelque chose de rigolo. Donc ça, on ne peut pas trop l'expliquer, mais c'est vrai que c'est une tournure d'esprit que j'ai pris. Par exemple, sur le jeu de mots, c'est quelque chose que j'affectionne. Donc voilà, on a trouvé Gérard Mansoif. Qu'est-ce qu'on a? On a Amélie Devin, on a Sylvain Eplin. Sylvain, par exemple, c'est un vieux prénom. Et bien s'il s'appelle Eplin, il s'appelle Sylvain Eplin. Mais des fois, dans la vie, l'autre jour, j'arrivais à Béziers, et il y avait un grand panneau d'un maçon, d'entrepreneur de maçonnerie. Le gars, il s'appelle Jean Bosch. Voilà, elle me dit où c'est que vous allez chercher les choses, mais dans la vie, vous l'avez, les gens qui ont un nom qui va. D'ailleurs, je crois, Michel Simez, il a demandé aux gens de lui envoyer les plaques de professionnels de la santé qui avaient un nom qui allait bien avec leur spécialité, comme les masseurs, les dentistes. Je sais pas, il avait donné des exemples. C'est vrai que des fois, c'est très rigolo. Sexologue qui s'appelle putain, enfin voilà. Non mais je vais pas dire rigolo. Mais voilà, c'est son truc. Donc qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est comme ça, c'est rigolo, les gens apprécient. Et c'est vrai que nous, on est parti sur ce postulat que tous les habitants de Saint-Vignan avaient un nom sous forme de jeu de mots. Donc on a Sylvain Eplin, ça c'est le stagiaire de 3e. Par exemple, nous, on a quand même le premier héros qui est stagiaire de 3e. On trouvait que il manquait. Partout où vous allez, vous avez dû en avoir à la radio, un stagiaire de 3e. Et généralement, on le repère. Pas encore. C'est parce que quand vous écoutez d'autres radios nationales, chaque fois, ils vous parlent du stagiaire de 3e qu'ils ont accueilli. Et donc là, je trouvais que... Nous pas une radio nationale. Oui, je sais, mais non, mais même, vous pouvez avoir des stagiaires de 3e. Et par exemple, je vais à la poste, je vois un jeune, là, très mal dans sa peau, les épaules rentrées, enfin, bon, et je ne sais pas ce qu'il fait. Alors on me dit, il observe. Voilà, ça me fait rire. Parce que je me mets dans la peau de ce jeune qui est très mal à l'aise, il est dans un milieu un peu perdu et tout. Et donc on l'a mis dans la BD, on a un stagiaire de 3e dans la BD. Et lui on le met à l'aise quand même, hein. On l'a fait, il est encadré par justement dans les métiers, qu'on a détournés. On a Sylvain Degarde, qui est notre maître de chez, le gardien de la QV 1000, de la QV 1000. Et lui il est néphrologue. Alors néphrologue, c'est un vrai métier dans la vie, hein. C'est quelqu'un qui soigne les reins, c'est un docteur qui... Nous, c'est homme qui sent le vin avec son nez, vous voyez. Voilà, on a d'autres métiers comme ça, des trucs un peu bizarres. Moi, quand je parle par exemple sur d'autres radios, on m'appelle le radiologue, et on a le monsieur qui change les roues du tracteur. Oui, le pneumologue, vous voyez. C'est tout simple la vie. Ouais, mais c'est vrai. Puis ça, enfin voilà, ça image bien. Voilà, c'est ça. Ça image bien. Quand je vous avais rencontré sur le marché de Noël à Murat, j'ai pris une BD, donc j'ai dû prendre l'Avignon Folie. C'est ça. Oui, avec celui-là à ce moment-là. Ouais. Avec un éphéméride. Oui, le vinoscope. Et un vin. La cuvée lequel était-ce? Alors, actuellement, voilà. Mais je m'en souviens pas. C'est la cuvée 1000. Alors, c'est un vin, si vous voulez. Alors, comment est arrivée l'histoire du vin? On a dit, quand même, on fait des BD humoristiques, œnologiques. Donc, il faut avoir une cuvée qui va avec nos livres, avec nos histoires. Alors, je suis allé rencontrer un producteur, pour pas le cacher, les frères Barguès, excusez-moi, les frères Bergas, Nicolas et Arnaud, au château de Viranel à Cessenan-sur-Orbe. Donc ils font un superbe travail. Voilà, et c'est des gens que j'apprécie. Donc je leur ai montré quelques planches parce que c'était le début de l'histoire. La BD n'était pas finie. Et donc je leur ai dit voilà, on a une BD qui coûte 15 €. J'aimerais avoir un vin qui va avec, mais qui soit un bon vin, pas un très grand vin, mais un vin qui se boit correctement, qui accompagne la BD, pour faire BD plus vin.
Voilà, pour arriver, voilà, la BD, le 20 euros, ça reste dans notre esprit. Ils nous ont dit banco, parce que ce sont des gens très bien, et donc voilà, c'est comme ça qu'est née la cuvée Émile, qui est un bon petit vin rouge de Cessenon, du château de Viranel. Voilà. Le prochain vin, ça sera un blanc, qui sera la Sainte Cuvée. La Sainte Cuvée, voilà, ça. Quel cépage, vous le savez? On ne sait pas encore. Si, il y aura du Viognier. C'est du Viognier. Voilà. On en a parlé. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, on a discuté avec la cave coopérative d'Érectien, avec Monsieur Lalanne, qui est le directeur de la cave coopérative, qui font du très très bon travail en blanc. Et ce sont des gens d'à côté de chez nous. Ouais, c'est font du super travail. Hein. Et donc là, on s'est rapproché de Monsieur Lalanne, et voilà, on a envisagé, et ça sera très certainement ce vin qui sera pris pour la Sainte Cuvée. Alors la Sainte Cuvée, c'est l'histoire du mégalitre. Donc, et c'est un vin qui a des propriétés formidables, qui rejoint un peu la vinothérapie qu'il y avait dans le premier album. Il a des vertus, en fait, il soigne tout ce que la médecine ne soigne pas. Voilà, donc c'est un générique. C'est un générique, c'est quelque chose qui se boit facilement. Bon, on ne peut pas trop en donner aux enfants, ça c'est clair, mais à partir de 18 ans, on peut faire des cures, on peut faire des fumigations, enfin voilà. Après, on peut l'utiliser sur plusieurs trucs. Et c'est un vin, la Sainte Cuvée, c'est Saint-Vignan, le saint qui a servi à donner le nom au village, a existé, Saint-Vignan, et c'est lui qui a mis au point la recette de la Sainte Cuvée. Ok. Voilà. Ce monsieur Vignan, c'était en 1600, alors on n'a pas l'habitude de raconter des histoires, hein, mais aux alentours, dans les années 1600, si vous voulez, ce monsieur Vignan, il parcourait l'Occitanie, et du passé de village en village, et sa grosse charrette, tous ces trucs-là, et puis, quand les gens n'étaient pas très bien, il leur servait un breuvage. Alors, on pense que c'était du vin, hein, et les gens se sentaient beaucoup mieux après. Alors il y a le pape qui passait là, un certain Pivin, alors qu'il n'a fait qu'une action, hein. Il n'est pas très connu le pape, hein. Il est venu d'Avignon, il a canonisé Vignan, qui est devenu Saint-Vignan, et d'où le nom du village, vous voyez. Très bien. Voilà un petit peu cette histoire. En fait, Pivin, il a fait que cette action, hein. Si vous cherchez dans un livre d'histoire, très difficile à trouver ce personnage, hein. Il y a eu Piscis, et Pissette qui a eu la prostate, on n'a pas entendu parler longtemps, et c'est passé à Pivin en fait de suite, et voilà. Donc voilà un peu dans l'histoire ce qu'on imagine. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? De continuer à divertir un peu les gens, parce que là souvent les gens nous disent écoutez, franchement en cette époque ça nous fait du bien des fois de nous évader, ne pas penser à tous les problèmes qui tombent, et ça nous change des chaînes info qui nous abreuvent de catastrophes, voilà. Donc beaucoup de gens nous disent ça fait du bien. Voilà, de rigoler gratuitement, c'est-à-dire il n'y a pas de méchanceté, vous voyez, on rigole de choses qui ne mettent personne en cause, quoi. Et donc ça, c'est salvateur, quoi. Pour la Salvetat. À la Salvetat. On est bien d'accord que pour faire du bien aux gens, vous faites d'abord du bien à vous-même. Bien sûr, on ne peut pas. Sinon, ça fonctionnerait pas. Voilà, on ne peut pas préconiser quelque chose pour les autres si nous-mêmes on n'a pas cet humour. Quand on a de l'humour, c'est avant tout pour soi-même. On aime bien. Moi, j'arrive à me faire rire. Je sais pas. Non, mais il y a des gens qui disent mais il se fait rire. Non, moi j'arrive à me faire rire. Il faut se faire rire, sinon on peut pas faire rire les autres. Tu es allé chercher cette bêtise, voilà. Et ça me revient. Des fois, je regarde des anciens décès, ça me fait rire. Alors que je devrais être vacciné, habitué, mais non. Moi, j'aime bien rigoler. Alors je regarde aussi ce que font les autres, mais ce que je fais, souvent, ça me fait rire. Je me dis, tiens, c'était une bonne idée. D'ailleurs, vos influences, les vôtres d'abord, Michel. Alors moi,
Je suis très classique, c'est la BD franco-belge. J'avais postulé pour remplacer Uderzo à Astérix, donc j'ai travaillé pendant 1 an pour avoir le style Astérix. Il y a eu un casting, on va appeler ça un casting, où on a été à Paris à dessiner une planche d'Astérix. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, j'ai fini dans les 5 sélectionnés. Mais ça a été, normalement c'était Mébarki qui était pris, puis Mébarki a eu peur. Ah oui, parce qu'il faut l'assumer derrière. Ils ont appelé le second, qui était Didier Conrad, qui avait un peu plus de professionnalisme que moi. Et puis il y en avait 2 autres avant moi. Je pense qu'ils étaient avant moi, puisque j'ai jamais eu exactement la position. Mais je me suis retrouvé au bout de 2 ans de travail à avoir une technique qui me servait plus à rien, quoi. Donc j'ai fait le Trésor de Saint-Pons, qui est ici. Le Trésor de Saint-Pons m'a pris 1 an à faire. Et j'ai tout fait. J'ai fait texte, dessin, couleur. Et ensuite, j'ai monté ma maison d'édition qui s'appelait Nemosus. Et j'ai publié le Trésor de Saint-Pons, qui a été vendu à 3000 exemplaires à peu près. C'est quoi le prix de revient d'un bouquin, enfin d'une BD? Un prix de revient avec le travail. Ouais, avec votre travail, parce que c'est ce que les gens n'imaginent pas. Le problème, c'est qu'on joue un peu à la loterie, c'est-à-dire qu'on investit dans le travail, et la seule chose qu'on essaie, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors, généralement, celui-là, il coûtait 6 €, je crois, à la production, et il était vendu 16. Ouais. Et les 10 € servent à payer et le matériel, parce qu'il y a beaucoup de matériel. C'est justement, non, je parle du vrai prix de revient en comptant vos heures, les couleurs. J'imagine que vous travaillez sur des planches initialement. Et puis après, vous en faites une BD, donc c'est... Voilà, alors il y a effectivement ce travail. En fait, au début, quand on travaille, on ne sait pas combien on va être payé. Oui. Parce que quand on est soi-même son propre éditeur, on travaille au départ, on prend un risque comme un entrepreneur, et on espère, on fait un tirage en fonction de ce qu'on veut gagner, en espérant vendre ce qu'on aura tiré. Ouais. Donc moi, dans un premier temps, j'avais pensé tirer à 1500 exemplaires, ce qui faisait que j'étais payé pour 1 an de travail 12 000 €. Voilà. Ça fait pas BZF, ça. Ça fait 1000 € par mois. Pour vous dire qu'il y a des dessinateurs qui touchent pas 1000 € par mois. Mais, oui, non, c'est très mal payé. À part si vous avez une notoriété énorme et que, comme Astérix, vous tirez à 4 millions d'exemplaires. Ouais. Là, effectivement, ça devient un peu plus rentable. Mais sinon, après, la plupart de mes confrères, celui qui touche 1500 € par mois, il fait partie des gens qui ont déjà un petit peu une notoriété. Et donc voilà, mais quand on maîtrise le produit, c'est un peu ce qu'on a fait avec Eric, quand on maîtrise le produit de A à Z, on arrive à survivre parce que on maîtrise tout, quoi. On maîtrise le prix, on maîtrise l'édition, on essaie de trouver des imprimeurs assez intéressants, on essaie de faire un tirage où on ne prend pas trop de risques, parce que quand il vous reste des albums sur le dos, c'est pas non plus... Voilà, donc après, on ne sait pas trop où on va quand on n'a pas vraiment un prix de revient. Le prix de revient, si par exemple j'estimais mon travail à 2500 € par mois, il faudrait que sur un tirage de 3000, je mette l'album à 22 €. Ouais. Et ça, c'est pas possible, faisable, parce que voilà, on parle business, mais si on le met à 22 €, combien de gens vont l'acheter? Si on le met à 15 €, déjà c'est un peu mieux, sachant qu'un Astérix c'est 11 €. Donc voilà, on se dit, il faut pas non plus être trop cher, parce que les gens, ils regardent toujours aussi un peu le volume de l'objet par rapport au prix.
Ouais. Même s'il n'y a aucun rapport, mais c'est toujours comme ça. Vous savez, les logiciels, avant, ils se vendaient très cher dans des très grosses boîtes. Et quand Oui, puis il y avait un petit truc. Parce que la très grosse boîte justifiait le prix. Enfin, était censé justifier le prix. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez ce qu'ils appellent le roman graphique. Le roman graphique, c'est des albums qui font 3 cm d'épaisseur. Et là, ils le vendent à 27, 30 euros. C'est-à-dire le prix d'un roman, comment dire, d'un livre littéraire, hein, donc et voilà, nous c'est plus cher à faire qu'un livre, qu'un roman, qu'un écrit, et on ne peut pas le vendre aussi cher que voilà, c'est la problématique, parce que par exemple là, pour faire un album, il faut minimum un an pour un professionnel. Je ne vous dis pas un amateur. Ouais. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire de la BD en amateur. Ce que je disais à beaucoup de jeunes, je me dis, ouais, je le fais le soir, je rentre chez moi, je me mets... Ça, j'y crois pas trop parce que ça prend tellement de temps qu'entre le moment où on commence et le moment où on finit, on a changé complètement de vie. Voilà, donc c'est important de s'y consacrer pleinement. De devenir professionnel. Parce que c'est un métier qu'on ne peut pas faire. Autant écrire, on peut le faire en amateur. Il y a des gens qui écrivent, voilà, et puis ils trouvent ou pas un éditeur où ils s'éditent eux-mêmes. Autant la BD, c'est un tel investissement. Faut travailler les personnages, faut apprendre à les dessiner, faut apprendre. Il faut faire les planches, il faut faire. Voilà, oui, c'est quelque chose de très grand, jusqu'à la couverture, les contre-collés. Enfin, il y a tout qui doit être aussi pensé pour que ça soit agréable pour le lecteur. Ce que je dis souvent aussi, c'est quand on fait comme ça des dédicaces, il y a toujours des gens qui arrivent et disent, oui, mais enfin, ce que vous faites, oui, bon, quand vous avez passé... Ah ben, je peux vous dire que j'en entends, mais après on a la cuirasse, quoi. Et alors moi, naïvement, je leur dis, ah ouais, donc vous faites de la BD. Ah non, j'en fais pas. Je dis, ah bon, vous en faites pas, mais j'ai dit, j'avais l'impression que vu ce que vous dites, vous aviez une expérience, machin. J'ai dit, vous savez combien ça prend de temps de faire ça? Ah oui, non, mais moi, voilà, je parle de ça. Enfin, voilà. C'est très difficile. Il y a des fois des gens qui en savent plus que vous, alors qu'ils n'ont jamais rien fait, quoi. Et ça ne pas aimer, ne pas entrer dedans, on est d'accord. Mais de là à aller juger le boulot, je crois pas. Mais voilà, c'est le problème. C'est pour ça que moi je dis, enfin, c'est la règle dans la profession, on ne juge jamais le travail d'un confrère ou d'une consoeur. Parce qu'on sait la sueur que ça... Enfin, la sueur, c'est sueur intérieure. Le travail, la longueur, c'est 11 heures de dessin par jour. C'est effectivement à reprendre des planches qu'on a un peu saccagées à la fin, mal mis à l'encre. Voilà, donc c'est un travail où si on veut avoir de la rigueur, c'est... Voilà, on ne sait jamais le temps qu'on va mettre pour finaliser. Alors que les éditeurs, bien souvent, demandent des deadlines, des moments où il faut que tout soit fini, quoi. Et là, c'est angoissant. Quoi qu'il en soit, moi, je suis assez contente parce que du coup, je vous ai en interview. Conrad, lui, ne m'a jamais répondu. Et c'est vrai que je l'avais sollicité à la sortie du dernier album. Oui. Il n'a jamais répondu. Il vit aux États-Unis. À Radio Salvetat. Mais à l'époque, il était à Paris pour les interviews. Oui. Il vient en France que pour faire la promo. Et après, il repart. Mais il n'a pas voulu la faire pour Radio Salvetat. J'ai essayé. Pardon. Oui, il faut tenter. Ouais. Pour en revenir aux histoires et au trésor de Saint-Pons, juste, c'est vraiment un Astérix local. Je souhaite, nous, voilà, on en parle avec Michel, on ne sait pas trop, mais je souhaiterais qu'on le réédite parce que c'est vraiment une merveille, c'est vraiment une perle. C'est un vrai travail et c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'une fois j'ai ouvert un passage à Saint-Pons, je vois ça, moi j'avais des idées et je vois ça et on m'explique que le dessinateur du trésor de Saint-Pons, c'est mon voisin.
Alors ça, j'ai dit c'est extraordinaire. Et c'est comme ça un petit peu qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, on parle dessus et j'inviterai les gens vraiment à on le retrouve encore, lui, en vente ou pas? Il va être à nouveau, si on le réédite, il va être à nouveau en vente. À Pâques à peu près, oui, peut-être. peut-être. Non, mais vous n'avez plus d'autres exemplaires? Ah non, j'ai vendu les 3000. J'ai vendu 3000. Ouais, alors par exemple, on parlait tout à l'heure de ce qu'on faisait autour de la vigne en folie et du secret du mégalitre. Donc, à savoir que vous pouvez le retrouver pour les gens de la Salvetat et autour. Il est à la librairie en bas. Donc, vous retrouvez deux albums. Pénaroyas, à la presse Pénaroyas. Ouais. Voilà, il est ici. Il y en a quelques exemplaires et voilà, ils sont bien mis en valeur. Et du coup, vous avez mis en vente à la Conne ou pas? Il est à la Conne, oui, à la terre de l'enfant sauvage. Ouais, okay. Et là j'ai fait 2 animations déjà là-bas. On va certainement faire une animation peut-être sur la Salvetat bientôt. Pourquoi vous faites pas une demi-journée de dédicace chez Pénaroyas? C'est justement, on est en train d'en parler. On est en train d'en parler justement. Et nous, ce que l'on a en plus, Michel a fait une belle expo de dessin. On peut faire aussi des expositions. Ouais. Et de plus, on a aussi ce qu'on a mis au point. On a mis au point un petit spectacle, un petit show qui permet, si vous voulez, de rendre très joyeux la dédicace et le moment du vernissage. Voilà, c'est ces choses que je voulais... faire vivre Saint-Vignan. Oui, vivre Saint-Vignan, là... voilà, les personnages... Toujours en action. Toujours, ouais. On ne peut plus dire que c'est un village inconnu. Voilà. Maintenant, Saint-Vignan va devenir le village de référence de l'Hérault. Et voilà, ça fera de l'ombre à personne. Et qu'ils fassent appel à nous, on leur fera, alors, pour pas dévoiler tout ce qu'on fait. Moi, je suis quand même le maire de Saint-Vignan, millésime. Michel, c'est mon conseiller, si vous voulez. Il faut faire appel à des cabinets de conseil. Voilà. Et donc, quand on fait notre truc, Michel, c'est le Mac qui sait et qui va vous résoudre des problèmes là où vous n'avez pas. Enfin, on va trouver des problèmes que vous n'avez pas et en plus, on va les résoudre. Voilà un petit peu le... Et s'il faut, à tout moment, je peux dégainer le Tatignan, c'est-à-dire que je peux vous dévoiler le secret de la fabrication du Tatignan, ce vin infâme qu'il ne faut surtout pas boire. Voilà. Et vous vendez pas sur Internet? Si. On a un site, sur quel site? Allez-y. Alors c'est www. Mais là, j'ai pas mes lunettes. saint-vignan.fr. Voilà. Alors sur saint-vignan.fr vous pouvez commander nos albums, bien sûr. Sachez que c'est une boutique en vigne, parce qu'on avait essayé la boutique en ligne, ça marchait pas, on ne s'est pas trompé, c'est bien une boutique en vigne et du coup ça marche beaucoup mieux. Ok, c'est bien. Donc je rappelle, Éric Poveda, trucateur, enseignant trucateur, Michel Roman, illustrateur. Vous avez envie de leur écrire, vous écrivez à saint-vignan.fr. Oui, c'est ça. Je donne les numéros de téléphone. Non, pas vraiment. Pas tout de suite. Voilà. Ça, sur le site, il y a tout sur le site. Il y a tout sur le site. Voilà, ok, il y a tout sur le site. Et puis, vous avez envie de les découvrir, de découvrir leur illustration, vous pouvez vous rendre à la presse Pénaroyas, à Saint-Pons, à la Salvetat sur Acou. J'ai pas encore bu. Sinon, sur Saint-Pons-de-Thomières, vous y êtes aussi, j'imagine. C'est moi qui suis à Oui, je suis à Saint-Pons-de-Thomières. Non, mais chez qui vous êtes vendu où? Chez Christian Faure, il n'a pas de nom, son magasin, c'est le bureau tabac presse. Le tabac presse de Saint-Pons. Saint-Pons-de-Thomières. Vers le utile, là-bas. Voilà. Et à la Conne, vous pouvez nous trouver... à la librairie de l'enfant sauvage. Terre de l'enfant sauvage. Terre de l'enfant sauvage. Écoutez, je vous souhaite plein de belles ventes, encore plein d'interviews et de futurs beaux dessins. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous les deux. Alors, en général, on demande quoi, Vincent? Une musique. Une petite musique pour nos invités. Merci, c'était celui-là que j'avais pas. On va mettre un peu de rythme avec Goldman et Céline Dion avec J'irai où tu iras. Allez, on s'écoute ça. Merci à tous les deux. Bye bye.
Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.